Pour moi, c'est un grand plaisir. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Namur. Pas la première fois d'ailleurs, pour ce thermomètre, pour un thermomètre la présentation du thermomètre qui est consacré aux 80 ans et plus. Alors, je vais vous faire un aveu. C'est rare dans mon cas. Jusqu'il y a peu de temps, j'avais un peu de spleen. J'éprouvais de la mélancolie. J'avais un peu, comme on dit à Liège, le moral dans les chaussettes. J'avais peur de vieillir. Mais depuis la lecture de ce thermomètre, eh bien, je vous avoue que j'aimerais un petit peu bousculer le temps et arriver très vite à la catégorie des 80 ans et plus. Tant il me paraît que l'appréciation des plus de 80 ans est positive à l'égard de l'évolution de la vie. Tant il me paraît qu'ils sont heureux, qu'ils ont vraiment une approche globalement positive. Et finalement, que ces plus de 80 ans nous donnent un peu une leçon de vie. Donc, vivement, que je sois dans la catégorie concernée. Alors, chers amis, il ne faut pas généraliser à outrance. Mais c'est vrai que la majorité des aînés se disent heureux de leur existence. Bon. Ils sont nombreux à vivre chez eux, avec ou sans assistance. Ils n'ont pas envie de terminer leur vie dans une maison de repos, c'est clair. Les personnes âgées voient le positif là où il est. Plus on avance en âge, plus on vit dans le présent. Plus on apprécie les petits bonheurs de la vie. Ils n'ont pas souvent de dépression, les personnes, les aînés. Ils n'ont pas souvent de vague à l'âme. Ils disent, ils prétendent en tout cas, qu'ils font attention à leur santé. Ils ont l'impression d'être plus jeunes, à la fois physiquement et mentalement, par rapport à leur âge réel. La preuve d'ailleurs, c'est que j'ai en informé ici l'Assemblée, c'est que je me suis réinscrit aux entraînements du Standard de Liège. Je ne risque pas d'ailleurs d'être très ridicule en la matière. Les aînés se sentent encore utiles à la société, surtout au niveau de la famille. Mais, chers amis, il ne faut pas faire preuve d'un optimisme béat. Il y a des éléments qui sont beaucoup moins réjouissants et que l'on cache parfois. 80% des aînés sont peu branchés, peu connectés. Même, si cela s'améliore. Plus grave, un tiers de cette composante pense que la démocratie fonctionne en Belgique très mal. Et il n'y a que 4% à penser que les décideurs politiques agissent pour leur bien-être. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte que cette appréciation est quand même relativement négative. Les aînés sont donc très critiques à l'égard de la société et des institutions. Ils sont inquiets des inégalités sociales qui se creusent et inquiets pour l'avenir de la sécurité sociale. Et à cet égard, sur ce plan, on ne peut que leur donner raison. Alors l'objectif aujourd'hui de cet après-midi, de cette séance, ce n'est pas de parler de la politique gouvernementale, de critiquer la politique gouvernementale. On a souvent l'occasion de le faire, ce n'est pas le moment. Mais on ne peut pas quand même s'empêcher de penser et de dire que les réductions systématiques qui se passent en matière de financement de la sécurité sociale, que les mesures qui sont toujours négatives, qui sont prises en matière de sécurité sociale, notamment en matière de pension,
pensions du secteur public notamment. Hein. L'âge de la retraite, c'est bien, c'est 67 ans. Mais il y a tout le reste en matière de pension, le calcul de la carrière, les bonifications d'études, la suppression du bonus pension, etc. Bon, tout cela fait que, manifestement, du côté de la pension, eh bien, il y a des mesures qui sont très négatives. Et que ceci risque d'affecter de façon très négative le niveau de vie d'une majorité de pensionnés. Et que ceci risque donc par conséquent, par rapport à ce thermomètre, de tempérer quelque peu à l'avenir l'optimisme manifesté par nos aînés, même si, bon, je le concède, le montant de la pension n'est pas le seul paramètre à prendre en considération en ce qui concerne le bien-être des personnes âgées. Alors, il y a un autre sujet d'inquiétude, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les responsables du thermomètre, c'est la participation tout à fait insuffisante des aînés à la vie politique, économique et sociale, avec pour conséquence une grande méfiance à l'égard des institutions. C'est une constatation que j'avais déjà eu l'occasion de faire avec Michel Dardenne lorsque on a parlé de la problématique des pensions à une certaine époque, enfin après les années 2000, où manifestement il y a une insuffisance de participation des aînés pour des raisons pour lesquelles je n'ai pas le temps de traiter, que je n'ai pas le temps de traiter, mais qui me paraissent quand même assez fondamentales. Il faut qu'on y remédie, il faut que notre organisation d'ailleurs fasse le nécessaire en la matière. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais vous dire en guise d'introduction à ce colloque. Cela sans anticiper, bien entendu, sur les propositions, les recommandations qui vous seront présentées par notre secrétaire général du Brabant Wallon, Alain Chéniaud, qui est la cheville ouvrière des thermomètres produits par Solidaris. Il y en a déjà 9 ou 10, il y en a 10 qui vont être sur chantier. Je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance de l'ensemble des problématiques, des sujets qui sont traités dans le cadre de ces thermomètres, avec toute la compétence de notre ami Chéniaud, qui lui aussi entrera bientôt dans le cadre des personnes visées par cette problématique dans la catégorie des 80 ans, même s'il y va lentement, mais il y va sûrement. Alors, permettez-moi de réaffirmer mon attachement, et celui du secrétaire général d'ailleurs, Jean-Pascal Laby, à ce type d'instrument qui nous permet de prendre le pouls des personnes qui sont concernées par des problématiques, de fonder ainsi une proposition, de légitimer notre action sociale et citoyenne dans toute une série de domaines. C'est un instrument auquel je tiens, auquel nous tenons au niveau du comité de direction de la mutualité, parce que c'est un instrument très démocratique au niveau général par rapport à certaines options qui sont prises sur le plan politique, sans en référer aux enquêtes et à l'opinion des citoyens. Voilà, chers amis, je vous remercie d'être là cet après-midi. Je vous souhaite une agréable et enrichissante après-midi, et je vais restituer la parole à notre ami Frédéric Fassotte, que vous connaissez, qui est le responsable de la communication de Liège, qui n'a pas encore, malheureusement pour lui, atteint le cercle des 80 ans, mais vous connaissez la formule, l'auteur célèbre qui dit que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. À toi, Frédéric. Merci, Michel Dardenne. Merci, Président. Bon, alors cet après-midi, il y aura 3 thèmes qui vont être abordés avec vous. 3 sujets en lien étroit avec les seniors. Et comme l'a rappelé Michel Jadot, l'objectif de Solidaris par les thermomètres n'est pas de faire une belle étude et puis de la ranger dans un tiroir. C'est la 10e étude qui est réalisée, mais que ça puisse avoir des répercussions concrètes pour qu'on puisse agir réellement sur les populations concernées de près ou de loin par ces différents thermomètres. Alors, premier sujet, premier thème qui va être abordé
Maintenant, ce sera la représentation de la vieillesse dans notre société. Vaste débat, on va essayer de tenir dans les lignes du temps. Votre steward est là pour y veiller. Ensuite, la question du logement chez les seniors, où là, on sera dans quelque chose aussi de très concret. Et puis, on terminera la journée avec le fameux rapport entre le bonheur et le vieillissement. Alors, ces deux thématiques elles-mêmes nécessiteraient sans doute plusieurs heures de débat sur le bonheur, plusieurs heures de débat sur le vieillissement. On va essayer de tout synthétiser pour que l'on puisse repartir avec des idées nouvelles et des réflexions nouvelles par rapport à cela. Alors, justement, là, vous avez eu un résumé complet et global. Delphine Ancel, de l'Institut Solidaris, à qui je demande de me rejoindre sur scène, va vous présenter un focus sur la vaste étude du thermomètre Solidaris. Je pense que ça fait 156 pages en PDF, cette étude. Donc, pour vous dire, c'est du lourd, comme on dit. Et donc, Delphine va vous résumer les éléments en lien avec donc, le premier de nos thèmes, la représentation de la vieillesse dans notre société. Delphine, je te cède la parole. Bonjour à tous, merci. Donc tout d'abord, je vais revenir un peu sur la logique des thermomètres, même si elle a déjà été un peu explicitée par le président et par Frédéric tout à l'heure. Donc pourquoi on a lancé un peu ce programme de thermomètre Solidaris, donc d'enquête. En tant que représentant de près de 3 millions d'affiliés en Belgique, on ne peut pas s'intéresser au bien-être des individus sans tout simplement les interroger eux-mêmes et s'interroger aux grands phénomènes de société. Donc, comme ça a déjà été dit, on a déjà fait 9 thermomètres avant celui-ci. Vous avez les différentes thématiques. Vous voyez qu'on s'intéresse souvent aux tranches de vie. Donc on avait interrogé les ados et leurs parents en 2013. Je pense que les thermomètres ont commencé en 2012. On en a fait un sur les 18-30 ans, sur les jeunes parents qui correspond plus ou moins à la tranche des 31-45. On a interrogé les travailleurs et plus spécifiquement la notion de pauvreté dans l'avant-dernier thermomètre. On avait fait les jeunes retraités qui étaient donc les gens autour de 60 ans. Et aujourd'hui, il y a près d'un an maintenant, on a décidé de s'interroger à une population qui finalement est relativement peu étudiée. Au-delà de 80 ans, il faut savoir que les instituts de sondage, en général, ils ne vous interrogent pas. Ça coûte trop cher d'interroger quelqu'un d'âgé. Il va plus s'étendre sur sa vie, peut-être parce qu'il a un peu moins de contact aussi, donc il va être content d'avoir un enquêteur qui l'écoute. Alors que pourtant, ce nombre de personnes augmente considérablement. Vous avez les chiffres, ça fait beaucoup de chiffres, mais en 25 ans, ça a augmenté de 50%. Donc, dans les années 90, ils étaient 155 000. Ils passent à 235 000. Le baby boom, papy boom, etc. Pas besoin d'être statisticien pour savoir qu'à moyen terme, ils vont représenter une part croissante de la population. Une partie plus méthodologique sur cette enquête, en général, les thermomètres, on les fait par Internet, puisque souvent on interroge une population relativement jeune, ou en tout cas de moins de 60 ans. Ce coup-ci, on a vraiment décidé de mettre de l'argent derrière, parce que interroger par Internet, vous vous doutez bien que ça coûte bien moins cher que faire du face-à-face. Ici, on les a interrogés en face-à-face, donc des entretiens à domicile ou en maison de repos pour les 20% de la population qui est en maison de repos à cet âge-là. 450 personnes représentatives de cette tranche de la population, donc en moyenne 1 heure d'entretien avec eux. Ça a été fait par un institut externe reconnu et la marge d'erreur, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est 3%. Pour introduire cette petite partie, je suis partie de 3 préjugés. Alors vous êtes des professionnels du secteur, c'est probablement des préjugés que vous n'avez pas, mais que la population peut avoir, à savoir qu'ils sont tous dépendants, ils se sentent très seuls, la solitude c'est quelque chose qui les concerne fort, qu'ils sont plutôt coupés de la société, qui ne sont pas connectés à Internet, et on va descendre quelques chiffres. Alors désolé, certains ont déjà été présentés dans la vidéo, mais à force de marteler les chiffres, au moins on va dire qu'ils s'inscrivent dans les esprits. Une des questions qui concernait un peu l'état des lieux aujourd'hui des 80 ans et plus, à savoir est-ce qu'ils ont besoin d'une aide plus, je dirais, logistique, les repas, nettoyer son logement, ou une aide aussi plus liée à eux, se laver, se déplacer. On a quand même 40% d'entre eux qui en fait n'ont pas besoin du tout d'aide à l'heure actuelle. Je pense que c'est un chiffre qui est quand même grand, et si vous interrogez les gens la population totale, je pense qu'elle aurait tendance à sous-estimer ce chiffre-là. Évidemment, c'est fortement lié à l'âge. Donc en fait, c'est 56% qui n'ont pas besoin d'aide au sein des 80 et 84 ans. À 90 et plus, on n'est plus qu'à 18% d'entre eux. Donc là, évidemment, il y a une corrélation à l'âge. Et seulement 17% qui vont avoir besoin d'une aide vraiment, donc qui sont en perte d'autonomie totale, en dépendance totale. 31% au sein des 90 ans et plus. Je fais le mélange des deux.
Deuxième préjugé, ils se sentent très seuls. Dans l'échantillon qu'on a interrogé, seulement 12% n'a pas eu d'enfants, donc déjà une population qui majoritairement a eu des enfants, en moyenne 2,2 par personne. Parmi cette population-là, 8% n'a pas de petits-enfants, et ceux qui en ont, 4,5 en moyenne par personne. Et à la question, est-ce qu'ils se sentent entourés fréquemment, une échelle de fréquemment à rarement, vous voyez que 86% d'entre eux vont dire se sentir entourés fréquemment ou assez souvent, ce qui est quand même important. Alors après, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a encore 24% qui se sentent pas entourés, mais une large majorité se sent entourée. Ceux qui ont des enfants et des petits-enfants, donc plus de 80% d'entre eux, 96%, c'est presque du 100%, et là, il n'y a pas de différence par âge, disent qu'ils peuvent vraiment compter sur eux pour les aider dans divers domaines de la vie. Donc, un entourage familial qui est quand même relativement présent. Et ça a été dit dans la vidéo, 2/3 quand même de cette tranche d'âge a encore des amis. Un quart dit ne pas en avoir du tout, mais 2/3 peut encore compter sur ses amis. Donc, ils sont quand même relativement entourés. Et cette notion de solitude qu'on associe à la vieillesse, dans cette enquête, en tout cas, ça ne se ressent pas. Ils sont coupés de la société. Alors, la question était posée négativement. On alterne un peu les propositions négatives et positives dans cette enquête. C'est une méthode en sociologie. On se fait accompagner par un expert, donc c'est validé. Est-ce qu'ils se sentent inutiles? 57% d'entre eux vont dire pas du tout. Alors, en rapport, c'est un peu, on utilise, je n'ai pas expliqué en détail, la méthodologie, on se positionne sur une échelle de 1 à 7. Ça permet de nuancer son propos. Et nous, après, on regroupe les réponses pour présenter de façon plus simple. Vous voyez qu'il y a 2 fois plus de gens qui vont dire qu'ils se sentent inutiles que de gens qui se sentent... j'ai dit utile ou inutile? 2 fois plus de gens qui se sentent utiles que de gens qui se sentent inutiles. Donc il y a quand même 30%, et vous voyez qu'on monte à 42% des 90 et plus qui se sentent inutiles, mais la large majorité se sent utile. Le vote, M. Jadot l'a évoqué. Effectivement, on entend qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'iraient plus voter parce qu'elles se sentent moins concernées, parce qu'elles se sentent parfois aussi moins écoutées. Mais cette question-là, elle était posée dans une autre enquête de la Fondation Ceci n'est pas une crise, donc c'est la même formulation, la même méthodologie. Et en fait, 48% des 80 ans et plus disent qu'ils n'iraient plus voter si ce n'était pas obligatoire. C'est 49% au sein de la population totale. Donc ce n'est pas plus, au final, que la population totale. On vous a mis ce qu'on appelle dans notre jargon un break, par niveau d'études, donc en fonction du niveau d'études de la personne interrogée. Évidemment, on voit que c'est plus au sein des populations qui ont moins d'études que ce sentiment de ne plus aller voter si ce n'était pas obligatoire est plus grand. Plus on a des études, au plus on va probablement aller voter ou dire qu'on continuera à voter même si ce n'était pas obligatoire. Au final, les 2/3 disent se sentir encore être vraiment un citoyen à part entière. Là aussi, on a une corrélation avec le niveau d'études. Au plus on a des études, au plus on va avoir ce sentiment de citoyenneté de façon importante. En lien avec cette ouverture sur la société, aujourd'hui, être ouvert pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi être connecté à Internet. Alors là, 20%, ça paraît peu quand on sait que presque toute la population est connectée, mais au sein de cette population, c'est quand même 20%, ce qui est beaucoup, je pense, pour les 80 ans et plus qui sont connectés. C'est 58% quand on a un diplôme universitaire, c'est 15% de la population des 80 et plus quand on a un niveau d'études de type primaire. En tout cas, ceux qui sont connectés, pour la moitié d'entre eux, se connectent minimum 1 heure par jour. Voilà, je laisse la parole à nos 2 intervenantes que je remercie déjà. Voilà, merci Delphine pour ce focus sur cette partie du thermomètre Solidaris. Et donc maintenant, j'ai le plaisir de vous demander d'accueillir Sylvie Carbonel, qui est socio-anthropologue à l'ULB, et Hermeline Malcotte, qui travaille au sein d'une structure du large réseau Solidaris, qui est Espace Senior. Voilà. On va essayer de faire le moins de formalisme possible, parce que c'est vrai qu'elles sont assises à un pupitre qui paraît fort professoral, mais on va essayer de faire ça d'une manière la plus détendue possible. Donc n'hésitez pas, détendez-vous, c'est commencé, le vol a décollé, et en plus on est pile poil à l'heure, ce qui est assez rare. Première réflexion, on a toujours tendance à être le vieux de quelqu'un, on a toujours tendance à s'inquiéter un petit peu par rapport à cela. Est-ce que vous avez parlé, Madame Carbonel, de polarisation sur le vieillissement? Je vais traduire dans mes termes. Est-ce qu'on fait une fixette sur le vieillissement à l'heure actuelle?
Voilà, je pense que personne ne me contredira. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Personne ne me contredira si je dis qu'aujourd'hui, il semble vraiment y avoir une polarisation, oui, une fixette sur cette question du vieillissement. Pas un jour, vous n'entendez dans les médias, en lisant la presse, même les conversations de bistrot, de bureau, évoquer cette question du vieillissement, qui a vraiment été intériorisé par le plus grand nombre. C'est oulala, on vieillit, dès qu'on perd un petit peu, dès qu'on on oublie un terme, on a oublié ses clés, on se dit ça y est, c'est la maladie d'Alzheimer qui m'arrive. Hein, je pense que ce sont des expériences partagées par tous. Et donc, voilà, effectivement, les gens vivent de plus en plus longtemps. C'est devenu une évidence au niveau mondial, pourrait-on dire. Mais voilà, on peut se réjouir de cela. D'ailleurs, c'est aussi un discours qu'on entend régulièrement. C'est un des grands succès du siècle dernier. Il faut le rappeler, c'est quand même une bonne chose de vivre plus longtemps. Personne ne va vraiment s'en plaindre. Mais ça s'explique par un certain nombre de facteurs. Je ne vous apprendrai rien ici dans ce cénacle, vu que beaucoup de personnes travaillent dans le secteur de la santé, dans le secteur des soins, du bien-être. D'une part, on vit plus longtemps dû aux avancées de la médecine, ça c'est un point tout à fait fondamental. Les conditions de vie de la population se sont largement améliorées depuis le siècle dernier, depuis, je dirais, le 19e siècle. Donc ça, c'est un deuxième facteur. Et le troisième facteur, et ici, évidemment, on est bien placé pour le savoir, c'est dû aussi au système de protection sociale. Ça, je crois qu'on va avoir l'occasion de le développer un petit peu. Et donc, voilà un bienfait, je dirais, pour l'humanité. Et puis, étonnamment, ce bienfait a l'air d'être devenu un problème. On en parle effectivement comme d'une question problématique. C'est devenu comme le problème majeur de nos sociétés modernes, de notre époque. Donc effectivement, les démographes, les économistes régulièrement disent « Ouh là là, la population vieillit », comme si ça exposait notre population à un danger majeur. Et en fait, à quoi cela doit être reporté? C'est en fait parce que ce vieillissement est mis en lien avec l'idée d'un fardeau pour la société. Le fait qu'il y aurait plus de personnes âgées actuellement constituerait un fardeau pour la société. Un fardeau, essentiellement un fardeau économique, comme je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Alors c'est évidemment le financement des systèmes de retraite qui est au cœur des inquiétudes, mais au niveau de la santé publique aussi, certains chercheurs ont bien montré que le vieillissement est parfois présenté comme une véritable épidémie mondiale, dans la mesure, et ça c'est un des préjugés qui est démonté dans ce thermomètre, dans la mesure où il exposerait la société au phénomène de la dépendance des personnes âgées. Ce terme dépendance qu'on entend aussi très régulièrement et qu'on va un petit peu déconstruire en montrant en fait que ce terme est essentiellement construit à travers le discours médical, à travers des expertises gériatriques, gérontologiques qui nécessitent d'évaluer pour financer des besoins, mais voilà, ce n'est pas parce que des gens ont certains besoins que toute la population âgée est dépendante. Et donc, vous voyez, il y a régulièrement dans les représentations sociales je dirais des transferts de concepts ou d'idées qui se font à différents niveaux et qui finalement amènent à penser, je dirais, un petit peu de travers. Ça va être un petit peu l'objet de notre propos. Et donc, voilà, selon certains observateurs, on a parlé de poussée gérontologique. Bon, ce terme-là n'est pas trop critiquable en soi. Mais donc, il faut un petit peu rappeler, c'est quoi ce vieillissement de la population? À quoi il est dû? Je ne suis pas démographe, mais vous savez tous qu'il est dû à deux facteurs. D'une part, l'allongement de la durée de vie, et d'autre part, et celui-là, on omet souvent de le dire, c'est une notion vraiment démographique, aux diminutions du taux de naissance au niveau mondial, pourrait-on dire.
Et donc, vous voyez bien votre pyramide des âges. Il y a vraiment deux facteurs. D'une part, la pyramide s'accroît à son sommet, on appelle ça le vieillissement par le sommet, et elle se rétrécit par la base. Et donc, ce qu'on avait avant comme une pyramide devient maintenant un rectangle. Et donc, c'est ce phénomène, je dirais, qui est un phénomène démographique. Le vieillissement, on devrait parler de vieillissement démographique et pas de vieillissement de la population. C'est un phénomène qui a été interprété comme voilà, la pire, une des pires des choses qui puissent arriver aux sociétés modernes. Et sauf si tu veux intervenir à ce stade-ci, sinon je continue. J'ai un micro. Vous m'entendez? Oui. Peut-être sur cette notion de vieillissement comme penser négativement. Enfin, le fait qu'on fasse un lien entre le vieillissement comme déclin du corps individuel et puis le vieillissement de la société comme étant aussi pensé comme un déclin, comme quelque chose, une catastrophe à venir, un risque contre lequel il faut s'assurer. Cette notion de vieillissement, quand elle est appliquée à la société, est loin d'être évidente. Créer une synonymie entre vieillissement individuel et vieillissement social, c'est pas évident. Et il faut peut-être un peu s'interroger quand on fait cela. Et notamment, garder en mémoire que les anglo-saxons, ils n'ont pas de mots qui soient connotés comme le nôtre. Vieillissement est un mot qui est connoté négativement. Les anglo-saxons parlent de aging, ce qui veut dire prendre de l'âge. Mais c'est pas associé à ces valeurs négatives. Donc la notion de vieillissement est donc connotée négativement, elle est synonyme de dégradation, de déclin, c'est un risque. Et naturaliser ce phénomène socialement, c'est déjà drainer avec soi un certain nombre de valeurs qu'on a peut-être, en tout cas qu'il convient d'expliciter. Et par ailleurs, cette notion, la naturalisation de la notion de vieillissement lorsqu'on l'applique à la société, elle a un autre effet pervers qu'il convient de souligner aussi, c'est que la vieillesse est perçue comme un risque individuel contre lequel il faut s'assurer. C'est-à-dire que la notion de risque retentit sur l'individu et les solutions qu'on propose sont elles-mêmes individuelles. Préparer sa pension par une épargne dans un deuxième ou troisième pilier. Prévenir son propre vieillissement par consultation préventive chez le médecin, etc. Entretenir son corps, cette injonction d'entretenir son corps, poursuivre l'activité. Donc cette notion de vieillissement comme un risque social draine avec elle une sorte de culture individualiste et occulte les autres dimensions du social qui sont pourtant prégnantes lorsqu'on parle du vieillissement. On a démontré qu'un certain nombre de facteurs de risques sociaux, économiques, les conditions de travail, les trajectoires de vie individuelles sont extrêmement importantes lorsqu'on veut décrire l'état de santé de quelqu'un à 80 ans. Ça fait peut-être 25 ans qu'il a pu travailler, mais les conditions dans lesquelles il a travaillé continuent d'affecter sa vie à 80 ans. Donc voilà, cette notion de vieillissement social, il faut aussi ouvrir la boîte noire et l'interroger. Sur vos propos, les Rolling Stones vieillissent, ils n'ont pas l'air d'être particulièrement inquiets, leurs fans non plus, donc voilà. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont anglo-saxons. Mais une petite question par rapport à... Voilà, ils sont riches aussi, c'est avec les problèmes de retraite, en général, ils ne connaissent pas trop. Très juste. À vous entendre, finalement, il y a une sorte d'alarmisme. On est tous inquiets par rapport à ce vieillissement démographique, comme vous l'avez appelé. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que cet alarmisme, cette inquiétude ne vient pas aussi du fait de notre propre peur personnelle de vieillir? Le fait effectivement de se dire « Ah, j'ai oublié mes clés, ça y est, je suis foutu, Alzheimer frappe à ma porte ». Est-ce qu'on peut expliquer cela comme ça, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons par rapport à cet alarmisme à l'égard du vieillissement? Voilà, donc c'est clair que, je dirais, le discours sociétal dont Hermelinde vient de nous parler retentit sur les individus. Il y a une forme d'intériorisation de ces discours. Maintenant, évidemment, il y a toujours un aller-retour entre le niveau individuel et le niveau sociétal. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que vraiment cet alarmisme, à l'origine, il est d'abord construit par les politiques. Il est construit à travers les représentations sociales qui sont diffusées dans les médias, qui sont diffusées par les médecins, qui sont diffusées par un ensemble d'acteurs sociaux, dont évidemment les citoyens, monsieur et madame tout le monde, font également partie.
Et donc, il y a vraiment un aller-retour dans ce phénomène de représentation sociale. Il y a une circulation des représentations. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à penser, mais puisque tout le monde pense de la même manière, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir changer ces représentations? Et je crois que c'est vraiment pour cela que c'est important de, comme on dit dans notre jargon de sociologue, de déconstruire ces connaissances, de comprendre que des représentations sociales, en fait, ce sont des savoirs communs. C'est une forme de connaissance commune qui est propre à certains groupes sociaux, qui circulent, qui se transforment via les discours ambiants, via un certain nombre de faiseurs d'opinion également. Et donc, si on souhaite voilà, un petit peu prendre de la distance vis-à-vis de cet alarmisme, il est important de comprendre qu'on est finalement pris par des discours qui nous dépassent et on a tendance peut-être aussi à les intérioriser et à les reproduire. Et l'exemple qu'on vient de prendre, voilà, j'ai oublié mes clés, ciel, c'est Alzheimer qui commence. On voit bien, on ne parlait pas comme ça il y a 30 ans. Vous voyez, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de la maladie d'Alzheimer, heureusement. Mais on fait aussi de la maladie d'Alzheimer une des peurs fondamentales de notre monde contemporain. Par rapport à cela, je retiens aussi, si vous avez une... Non, c'est bon. Voilà, ok, c'est bon pour vous, donc c'est bon pour nous. C'est finalement des peurs, c'est le risque, c'est la peur du déclin, c'est ce discours... Lors de nos conversations, vous avez parlé de discours du risque du déclin. C'est ça aussi, c'est cette question de se dire je risque de vieillir, je risque de décliner. Il y a aussi des interrogations, j'y arriverai par rapport à cela. Très bonne question, soit elle est complètement mauvaise, non, parce que voilà, mais... Non, je crois, et là, ça intéresse vraiment les mutualités, justement, c'est que le vieillissement est pensé actuellement comme un risque, alors que, bon, vous savez tous, tout le monde va vieillir. Comme Hermeline le disait très bien, on ferait mieux de parler d'aging, d'avancée en âge, plutôt que de vieillissement. Dans le terme vieillissement, il y a déjà cette idée de dégradation, de déclin, alors qu'en anglais, le terme aging, c'est simplement avancer en âge. Tout le monde prend de l'âge, à tout âge, depuis la naissance, on prend de l'âge. Et parler d'avancer en âge, c'est effectivement comprendre qu'il y a une temporalité dans la vie. Parler de vieillissement, c'est dire « oulala, attention, il y a un affaiblissement de l'organisme et qui va aller vers sa fin ». Alors, pour revenir à cette notion de risque sociétal, mais c'est un petit peu l'idée que, c'est curieux de se dire aujourd'hui, on doit assurer la vieillesse, s'assurer contre la vieillesse, comme on doit s'assurer contre les risques du chômage, contre la précarité. Vous voyez, ça fait partie un petit peu d'un nouveau risque qu'il s'agirait d'assurer aujourd'hui, ce qui est un petit peu aberrant, ce qui est un petit peu absurde. De s'assurer contre cela, puisque c'est inéluctable, comme vous l'avez dit. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'idée que si tout le monde vieillit, un jour, ce sera le déclin. Vous comprenez, en fait, cette notion de vieillissement de la population a été introduite par le démographe Alfred Sauvy en 1928. Et à cette époque-là, en fait, en France, il mettait un petit peu en garde le gouvernement contre ces modifications démographiques. Et c'était vraiment dans une vision très négativiste. L'idée voilà, que le déclin économique avait commencé. Et donc, cette vision en termes de risque est liée à cette vision en termes de peur qui est construite essentiellement sur cette crainte de la faillite économique des systèmes de santé et des systèmes de sécurité sociale. Pour ajouter un petit mot sur cette idée, en fait, lorsqu'on dit impossible de s'assurer contre le déclin ou contre le vieillissement, c'est pas tout à fait les discours qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de discours sociaux qui font du vieillissement quelque chose il convient de prendre en charge individuellement soi-même. On parle de votre capital santé, par exemple. Votre capital santé, vous devez le faire fructifier. C'est aussi tout un tas d'injonctions morales qui sont assez récurrentes dans notre vie, tout au long de notre vie, mais en particulier pour la vieillesse. Et il y a un peu aussi ce discours un petit peu moralisateur quand même, de dire vous allez faire peser sur la société le poids de votre âge. Et je voulais juste faire une toute petite parenthèse, parce qu'il y a sur cette histoire de coût du vieillissement, il y a un groupe d'universitaires à Paris Dauphine, qui est en économie de la connaissance, qui a
fait des études vraiment très intéressantes où il montre que c'est pas tellement le vieillissement qui est responsable de l'augmentation des coûts en santé, c'est la dernière année de la vie. Il se trouve que la dernière année de vie de beaucoup de gens est quand ils sont âgés. Mais c'est pas le processus même du vieillissement qui coûte cher, c'est vraiment la dernière année de vie. Donc voilà, c'est juste un petit encart. Et j'ai perdu le fil. Le capital aussi, c'est aussi quelque chose de... Vous devez faire fructifier votre capital, vous devez vous assurer. Ça fait partie aussi d'un discours économique ambiant, d'un discours général, qui est plutôt un discours, voilà, vous devez être responsable. Et aussi cette opposition par rapport aux structures étatiques, vous devez vous assurer vous-même parce que les pensions ne sauront plus être payées. Et donc, bon... Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Ou alors, peut-être, avant que vous ne répondiez, il y a des jeunes dans la salle. J'aimerais vous poser une petite question. Oui, ils m'ont déjà repéré évidemment parce que c'est le groupe là-bas. Combien d'entre vous ont déjà pensé, ou avez-vous déjà pensé, parce que ça c'est quelque chose qui m'a interpellé lors de la lecture d'un article de journal, sur l'augmentation du nombre de jeunes qui pensaient déjà à leur épargne pension. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Pas vraiment? Ok, bon, parce que finalement on peut aussi se dire... Une petite anecdote pour un petit peu faire une petite pause, parce que pour vous donner le temps de... je suis à un repas de famille et ma fille est en train de chipoter sur son GSM et visiblement ne comprend pas comment ça peut fonctionner. Et son petit cousin de 14 ans lui dit « Qu'est-ce que tu essayes de faire ?» Et elle lui explique, et sans trop la regarder, d'un geste lent et un peu désabusé, prend le GSM des mains de ma fille et lui règle le problème en 15 secondes. Et puis, lui redonne le GSM en disant « Voilà, c'est réglé ». Et ma fille se tourne vers moi en disant « Ça y est, papa, je suis vieille ». Préciser que ma fille a 20 ans. Mais ça veut peut-être dire aussi que, même à 20 ans, on peut déjà se considérer comme étant vieux. Est-ce qu'il y a cette opposition entre le jeunisme et la vieillesse? Est-ce qu'on peut aussi... Parce que dans cette société, on veut que les vieux, finalement, ressemblent tous à Jane Fonda, ou ressemblent tous à Mick Jagger. Effectivement, on dit toujours qu'on est dans une société du jeunisme, mais bon, vous voyez, on a tendance à penser en catégories d'âge. Il y a les jeunes, les vieux. Bon, ça c'est un phénomène universel. Je veux dire, toutes les sociétés pensent les âges en les catégorisant: l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et puis la vieillesse. Maintenant, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'en fait, ces catégories, elles sont tout à fait mobiles. Ce qu'on appelle les seuils d'âge, ils ne sont pas du tout inéluctables, ils ne sont pas fixes. Ces seuils, vous voyez, avoir 60 ans aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le fait d'avoir 60 ans au 19e siècle, au 18e siècle avant. Donc, on doit aussi comparer, c'est-à-dire toujours recontextualiser l'âge dans un contexte socio-économique et culturel particulier. Et donc voilà, on pense par catégorie. Donc quand votre fille dit voilà, je suis vieille, ben voilà, ça montre qu'elle pense par catégorie, qu'elle pense que si quelqu'un est plus doué qu'elle au niveau des nouvelles technologies, c'est qu'elle est déjà obsolète. Voilà, parce qu'on pense par catégorie. Mais voilà, déconstruire ça, c'est montrer, c'est dire que voilà, ces seuils sont évidemment mouvants et donc l'entrée dans la vieillesse. Vous savez, la vieillesse est une notion complètement relative. On parlait de 60 ans. 70 ans, à quel âge est-on vieux? Personne n'a la réponse à cela. Et il va y avoir aussi la dimension subjective du vieillir. Si on demande, enfin ça l'enquête le montre bien, les gens, ça j'ai retenu, se pensent toujours plus jeunes que l'âge biologique qu'ils ont. Mais parce qu'il y a l'âge, en fait, il n'y a pas un âge. Ça c'est l'âge chronologique auquel on se réfère. Auquel on se réfère, je veux parler trop vite. Il y a aussi l'âge subjectif. Et l'âge chronologique ne correspond que très rarement à l'âge subjectif. Il y a un âge biologique, il y a un âge physiologique. Donc voilà, ces notions sont des notions qu'il faut un petit peu creuser parce qu'elles sont beaucoup plus complexes finalement et beaucoup plus variables que ce qu'on ne pense a priori. Hermeline, par rapport à cela. Juste préciser que, pour rebondir sur cette idée, que du coup, si ces catégories sont construites et ont une histoire et ne veulent pas dire la même chose aujourd'hui qu'il y a 100 ans, etc., aussi préciser que même
si on prend une coupe transversale de la société, avoir 60 ans ne veut pas dire la même chose pour quelqu'un qui est, par exemple, comme Sylvie, professeur à l'université, etc., ou pour quelqu'un qui serait issu de l'immigration, qui a travaillé toute sa vie dans des jobs assez pénibles, qui ont affecté sa santé vraiment directement, etc. Les vieillesses seront vécues, enfin, l'âge de 60 ans sera vécu différemment, et donc il y a vraiment cette notion de pas faire. Il y a d'une part des catégories. Voilà, c'est ça. 60 ans, ça ne veut pas dire la même chose quand on est issu d'un milieu ou d'un autre, qu'on a eu un parcours de vie X ou Y, etc. Voilà, donc parler de la vieillesse, parler des personnes âgées, c'est évidemment des discours un petit peu simplificateurs, parce que voilà, il faudrait décliner les vieillesses en fonction des conditions socio-économiques, de l'histoire des gens, des parcours de vie. Ce qui est important, évidemment, c'est de réfléchir aux supports dont les gens peuvent bénéficier. Et ces supports sont évidemment complètement inégalitaires pour pouvoir voilà, se développer et s'épanouir comme ils l'entendent dans les meilleures conditions qui soient. Donc vous voyez que les vieillesses se déclinent véritablement au pluriel. Parler des personnes âgées, c'est toujours un discours très réducteur, puisque, voilà, comme on vient de le dire, les expériences sont très très variables des uns aux autres. Certains sont riches en bonne santé, d'autres pauvres et malades. Je ne veux pas du tout dire par là que c'est une fatalité et qu'il faut soutenir cette fatalité, mais que voilà, ça n'a pas beaucoup de sens de recourir à un seul terme générique pour voilà, comme quand on parle des femmes, quand on parle, enfin, on pourrait avoir les mêmes analyses pour les adolescents, pour les jeunes, pour les enfants, bien sûr. Il s'agit de toujours ouvrir les petites boîtes et regarder la diversité des réalités. Et par rapport justement à cette opposition entre les jeunes et les plus âgés, alors en préparant ce débat, vous m'avez dit nous ne sommes pas... Nous étudions la situation et on n'est pas là pour proposer des solutions. Malgré tout, j'ai envie de vous poser la question qui me brûle les lèvres. C'est, selon vous, quelles seraient les choses malgré tout à mettre en place? Parce qu'avec la connaissance que vous avez du secteur, c'est aussi de savoir, est-ce qu'il faut, bon, je vais faire mon candide, est-ce qu'il faut mettre en place des lieux de rencontre entre les plus âgés et les plus jeunes? Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça pourrait faire changer les choses? Comment le faire? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est une modification des mentalités générales? Et là, c'est parce que le constat que vous posez, en fait, est assez... est-ce que vous vous situez en opposition ou bien d'accord avec les chiffres du thermomètre par rapport à votre connaissance de ce domaine? Est-ce que les chiffres vous ont surpris ou bien est-ce que vous dites oui, il y a des réalités différentes? Je vais faire un peu une réponse à côté de la plaque, mais les chiffres ne m'ont pas surpris, mais je ne suis pas non plus naïve face au sujet, je connais ça un peu, donc voilà, mais je pense que pas mal de personnes ont pu être surprises par les chiffres du thermomètre. Je pense qu'en termes de solutions, il y a énormément d'initiatives individuelles à développer, à faire fructifier, à favoriser, etc. Et ça, je pense que c'est chacun dans ses engagements personnels qui pourra en discuter. Mais je pense aussi, enfin en tout cas moi, qui est plus un point de vue sécurité sociale, et puis on est à la mutualité. Donc je pense qu'il y a aussi quelques pistes plus politiques peut-être à discuter, notamment une thématique qui revient énormément aujourd'hui, qui est celle du vieillissement actif et de l'idée d'activité à tous les âges, de favoriser ça, etc., qui est extrêmement mise en avant aujourd'hui. Et je pense que des solutions, elles passent aussi par encore ouvrir ces boîtes noires-là, parce qu'il y a tout un tas de discours politiques qui mènent aujourd'hui à un certain nombre de réformes qu'il faut interroger. En particulier, cette idée de vieillissement actif, moi je la trouve assez intéressante parce qu'elle se trouve à la frontière de plein de domaines et on la retrouve en filigrane dans le thermomètre, qui est vraiment l'idée que oui, rester actif participe au bien-être, participe au bonheur, participe à la santé. Mais il faut garder en mémoire qu'il y a beaucoup de notions comme celle-là notamment qui ont été développées dans un cadre politique particulier et que ce cadre politique
continue de forger le sens qu'on donne à cette notion de vieillissement actif. Et en particulier, cette notion, et moi je suis vraiment assez méfiante, et désolée, je fais l'oiseau de mauvais augure sur ce point, mais cette notion de vieillissement actif, elle est née dans un contexte bien particulier, qui était celui d'une grande réflexion sur la protection sociale au milieu des années 90, qui a été menée par l'OCDE et la Banque mondiale, qui ne sont pas des organismes réputés pour leur gauchisme. Et donc, dans la vision très néolibérale de ces institutions, l'idée de vieillissement actif est née comme une réponse au problème que la protection sociale coûte trop cher. Et donc, la notion d'activité a été pensée d'emblée par les grandes institutions internationales et a été traduite en ligne politique, en ligne directrice par l'Union européenne. L'activité donc a été traduite comme travail, comme qu'il soit salarié ou non, qu'il soit adossé à des droits sociaux ou non, c'était le travail à tout prix. Alors évidemment, on ne parle pas des 80+, on parle de catégories un petit peu plus jeunes, mais comme on l'a dit, ça continue d'affecter dans les grands âges. Et cette idée que la sécurité sociale coûte trop cher et qu'il faut donc développer cette idée d'activité, parce que c'est toute cette thématique du vieillissement comme l'urgence de la réponse qu'il faut donner au vieillissement. Il faut adapter nos systèmes de protection sociale, il faut adapter la retraite au vieillissement de la population, nos systèmes de pension. Donc toute l'urgence de ce discours a donné beaucoup de poids à cette idée de vieillissement actif. Donc, le contexte dans lequel est née cette notion de vieillissement actif lui a donné un sens particulier qu'on a tendance un petit peu à oublier quand on en parle trop rapidement et qu'il faut aussi rappeler parce que c'est le contexte qui continue de perdurer aujourd'hui, qui est celui dont a parlé Michel Jadot, du recul de l'âge de départ à la pension, qui est aussi un contexte de remise en question des dispositifs de prépension, un contexte de mixité des financements de la pension avec capitalisation en plus de la répartition. Donc, voilà, cette notion de vieillissement actif qui est vachement mise en avant, elle doit aussi être, à mon avis, interrogée dans le cadre politique dans le cadre de la politique qu'il a construit. Vous, on fragilise les populations plus âgées avec un tel discours Je pense que ça dépend de quelle population on parle, c'est-à-dire que les gens qui ont un métier passionnant, qui n'est pas trop mal payé, qui est valorisé socialement, leur dire continuez encore un peu plus parce que vous allez contribuer à financer la pension des autres, etc. Bon, pourquoi pas. Mais lorsqu'on parle de gens qui ont évolué toute leur vie de petit boulot en petit boulot, de précarité en précarité, leur dire maintenant tu rempiles encore pour 5 ans, je suis pas sûre que ce soit un facteur protecteur face à la fragilité que peut-être la vieillesse pour eux. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il faut encore discuter de la multiplicité des figures de la vieillesse. On n'est pas tous égaux face à ça. Voilà, moi je voudrais enchaîner alors sur une autre représentation dominante qui ne concerne plus le vieillissement général, mais les personnes âgées en particulier, en tant qu'individus. C'est l'idée qu'elles sont vulnérables. Qu'en vieillissant, elles deviennent vulnérables, fragiles, et aussi déconstruire un petit peu cette notion de dépendance, comme je vous disais tout à l'heure. Alors c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on associe très fréquemment le grand âge à cette notion de vulnérabilité, de fragilité, comme s'il s'agissait de caractéristiques qui n'arrivaient dans la vie qu'à un certain stade de l'existence, comme si d'office, passé un certain âge, cela appelait de mettre en place un certain nombre de mesures protectionnelles. Je ne suis évidemment pas dans un discours de type néolibéral en train de dire non, tout va très bien. Il ne faut pas s'occuper des personnes fragiles. De nouveau, c'est la catégorisation et l'association vraiment globale qui est faite entre personnes âgées et fragilité que je dénonce ici. Et donc, ce qui était intéressant aussi, c'est de se rendre compte, à travers les discours médicaux, gérontologique, gériatrique, que cette notion de fragilité est toujours associée à une notion de déficit, de faiblesse. C'est étonnant, on pourrait se dire, Hermelinde est aussi philosophe, la fragilité, on pourrait aussi la considérer dans son versant positif. La fragilité de l'humain, c'est peut-être une des forces de l'humain. Donc voilà, on peut aussi interroger ces notions. Les Japonais, quand ils cassent un bol et qu'ils veulent le reconstruire, ils vont utiliser une colle avec de l'or dedans pour souligner la fêlure du bol qui prend d'autant plus de valeur qu'il a été fêlé. Voilà, bien, merci pour
l'anecdote, voilà. Alors, je voudrais vous citer, j'ai trouvé dans une encyclopédie du vieillissement la définition de la fragilité. Eh bien, c'est un état qui résulte des incapacités, des inaptitudes et des déficits des personnes. Donc, vous voyez à quel point ce discours dans lequel on est baigné tous les jours, est un discours en fait complètement orienté par la médicalisation de la société, en fait. On pourrait tout à fait se dire que voilà, la fragilité, c'est une dimension intrinsèque de l'existence avec laquelle, évidemment, tenant compte des supports des individus, les individus négocient leur rapport au monde avec voilà, des forces, des faiblesses, des hauts et des bas, et donc avec leur capacité, leur empowerment, leur capacité de faire, de défaire certains éléments, avec leurs apprivoisements progressifs. Et donc, voilà, catégoriser a priori un groupe social comme étant vulnérable, c'est évidemment prendre le risque de le construire a priori, de réduire les gens à leur seule vulnérabilité. Et Anne-Marie Guimard, qui est une sociologue française, a longuement dénoncé ça dans les politiques françaises, c'est-à-dire que toutes les politiques qui, après le rapport Larocque en 1962, avaient été mises en place pour soutenir les personnes âgées, finalement, je dirais, il y a eu un effet pervers à ces politiques, c'est qu'elles considéraient toujours a priori les personnes comme étant fragiles, vulnérables, et donc on a défini des politiques, je dirais, sans prendre en compte la voix et les besoins véritables des personnes. Et donc, en leur assignant une espèce de fragilité a priori, ça n'a pas du tout permis de les constituer, je dirais, en citoyens autonomes, mais au contraire, de les rendre finalement plus dépendants des politiques. Pourquoi ? Parce qu'on a complètement oblitéré la dimension de réciprocité dans ces politiques. Donc les personnes âgées étaient vues uniquement comme des réceptacles, je dirais, de services. Et donc, voilà, ça n'a pas aidé, favorisé l'image des personnes à travers la mise en place de tous ces dispositifs. Par rapport à ce que vous dites, deux petites réflexions. D'abord, rapport en 62, me dites-vous, en France. Je rappelle quand même que le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, il avait 68 ans, et 68 ans en 58, c'était déjà autre chose que maintenant. Est-ce que les politiques, puisqu'on parle d'eux aussi, n'ont pas tendance, justement, dans leur prise de décision, à considérer que les vieux, c'est les autres ? Et est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à considérer toujours que le vieux, c'est l'autre, réflexion traditionnelle de personnes âgées, oui, mais tu sais, il était vieux, il est mort, il était vieux, il a 85 ans, ah oui, quel âge as-tu ? Moi, j'en ai 87. Peut-être que ça traduit justement ce dont on parlait tout à l'heure, qu'ils ne se sentent pas vieux parce qu'ils ne se sentent pas vulnérables et que du coup, ils ne se sentent pas appartenir à cette catégorie de population. Parce que pour eux, la définition de personne âgée, c'est personne fragilisée, personne qui... voilà, donc oui, donc se sentent pas vieux. Ça montre aussi vraiment, enfin, excuse-moi, je t'interromps, vraiment combien cette idée de vieillesse est aujourd'hui vraiment conçue comme un repoussoir, quoi. C'est ce qu'on ne veut pas être, ce que les autres sont peut-être, mais surtout par nous. Vous êtes socio-anthropologue. On parle beaucoup... Dans le thermomètre, on parle de notre société, on va dire notre société occidentale, même si j'aime pas tellement le terme. Est-ce qu'il y a aussi, dans d'autres sociétés, dans d'autres modèles de société, des choses dont on devrait s'inspirer par rapport à justement la place de l'ancien, non seulement le respect, mais aussi la connaissance. Vous parliez du Japon, Herméline, le respect des anciens, et donc cette notion où on ne met pas l'ancien, on ne met pas le vieux de côté avec une sorte de repoussoir, mais justement on l'inclut dans la sphère familiale et sociale pour justement bénéficier d'une certaine sagesse, même si on peut se demander aussi si parfois certaines personnes plus âgées sont-elles plus sages que d'autres qui sont plus jeunes. Là, je ne suis pas une spécialiste du Japon, mais c'est clair que notre vision du temps est une vision linéaire, alors qu'au Japon, on a une vision cyclique, ce qui change quand même fondamentalement le regard qu'on peut avoir sur les existences. Alors là, vous mettez vraiment en avant, c'est vrai qu'on a aussi souvent valorisé les sociétés traditionnelles comme respectant les vieux, etc. Et aujourd'hui, je veux dire, on entre parfois dans de nouveaux clichés, mais
ça me permet de montrer, de dire en tout cas que le regard porté sur la vieillesse, c'est vrai qu'on a essentiellement parlé du volet déficitaire, du versant déficitaire, il y a un autre versant. Et en fait, notre regard sur la vieillesse est un peu un regard ambivalent, parce qu'il y a aussi toutes ces représentations-là liées à la sagesse, à la réussite, ce dont vous êtes en train de parler. Et donc, il serait plus exact de dire que notre regard sur la vieillesse est un regard qui oscille entre un versant déficitaire et un versant plus positif, mais c'est vrai que celui-là, il est plus rarement mobilisé. Mais donc, je crois que ce sont en fait deux faces de la même pièce. Ok. J'ai mis ma montre là-bas. Si vous n'avez plus de... Voilà, ok, vous en avez de toute manière encore beaucoup sous la pédale. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est à vous. Parce que dans le programme, si vous avez lu, il y a échange avec la salle qui est prévu. Alors, évidemment, ne regardez pas vos pieds. Évidemment, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. On est là pour échanger, on est là pour apprendre aussi. Donc, poser des questions pour favoriser ces réflexions et ces apprentissages. Il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a que des réponses idiotes. Et donc, n'hésitez pas à vous lancer dans le bain. Moi, j'ai déjà posé mes questions, moi, j'ai fait ma partie, maintenant, c'est à vous. Et par rapport justement à ce qui a été dit, aussi, allez, on va rebondir sur, peut-être pour vous aider, on va rebondir sur ce côté, en fait, parce que vous m'avez quand même gentiment taclé, Mme Carbonel, hein, en disant oui, c'est encore une image de la société. Mais vous avez raison, parce que voilà, et donc, il y a déficit et bénéfice. Mais à partir du moment où on parle de bénéfice pour la personne, si on inclut davantage la personne âgée avec la sagesse dont ils sont censés faire preuve, etc. Moi, j'ai un de mes amis qui dit, tu sais, Fred, un vieux con, il a été un jeune con, quoi. Donc voilà, pour lui, on en discutait parce que je lui disais, oui, mais tu sais, les personnes âgées, il faut avoir davantage de respect pour elles, etc. etc. Et il me répondait avec le côté carré du personnage, bah, tu sais, voilà, un vieux con, bah, ça existe aussi. Donc cette notion déficit-bénéfice, on est encore alors à ce moment-là en train d'opposer deux choses que l'on essaye de combattre. Moi, je pense que ce thermomètre est vraiment, je ne sais pas si le son passe, ce thermomètre est vraiment intéressant en ce qu'il a la volonté de donner, bon, ce n'est pas une enquête qualitative, c'est une enquête quantitative, mais il a quand même la volonté de donner un peu la parole aux personnes elles-mêmes, âgées, moins âgées, bon, il se fait qu'elles ont 80 ans et plus, voilà, et ça, je pense que tant qu'on parle à la place des autres, voilà, on utilise des clichés et donc donner la voix aux personnes de manière générale, donner la voix aux soignés quand on va à domicile, donner la voix aux patients quand on est à l'hôpital, donner la voix voilà, à tout individu. Mais c'est ça, je pense, qui est important pour éviter les clichés. Et il me semble que, voilà, donc je ne suis pas étonnée des résultats de ce thermomètre. Je dirais il était temps, effectivement, de donner la parole, bon, parole peut-être un peu trop limitée ici, mais voilà, ça va être complété par des colloques, des débats. J'imagine ça aura encore un retentissement dans les régions, comme vous m'avez expliqué. Il y a 3 jours, il y a une étude qui vient de sortir de la Fondation Roi-Baudouin qui va un petit peu dans le même sens. Donc voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a attendu autant, dirais-je? Donc voilà, très bonne initiative pour entendre que finalement, c'est pas si grave de vieillir et que certaines personnes voilà, vivent cette période de la vie de façon tout à fait sereine. Et voilà, ça n'est pas nécessairement le drame que d'arriver à 80 ans et plus. Monsieur Jadot nous l'a bien dit. Voilà une réflexion. Ford est toujours Han Solo, finalement. À 73 ans, voilà, il remet le couvert. Est-ce que vous avez Est-ce que vous êtes là pour ça? Vous n'êtes pas uniquement, malgré le côté très académique du décor, mais vous n'êtes pas là uniquement pour écouter, ou alors vous êtes déjà endormi, ou alors vous réussissez à dormir les yeux éveillés. Je vois un doigt qui se lève. Tiffaine, monsieur,
Vous demandez peut-être de vous présenter pour qu'on sache aussi, parce que c'est la question que je me pose. J'avais imprimé la liste des participants, je l'ai oublié chez moi, malheureusement, pour voir aussi de quel univers vous venez. Voilà. Parfait, merci. Bonjour à tous, Pierre Degan. En fait, je développe Sequoia Way. C'est un programme de préparation à la retraite et un réseau pour 50+. Et par rapport à ce que l'on vient d'entendre, c'est vrai que ces clichés, malheureusement, naissent bien plus tôt qu'à 80 ans, 60 ans. C'est dans le milieu des entreprises. Il y a peut-être des spécialistes ici des ressources humaines, mais les entreprises sont tenues de faire un plan annuel pour les travailleurs âgés, donc les seniors, à partir de 45 ans. Et donc, quelque part, quand on sait que dans les années 50, 80% des retraités avaient travaillé jusqu'au dernier jour et qu'aujourd'hui, je crois que c'est 23% des 60-64 ans qui sont encore au travail, je crois qu'il y a un travail de fond à faire au niveau des entreprises. Moi, je côtoie au quotidien des personnes qui ont choisi ou ont été poussées en dehors de leur entreprise à 55 ans. C'est un drame parce que le travail, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même une valeur. Mais je crois qu'il y a un travail de fond bien amont au niveau des entreprises, un travail de fond à mettre sur pied assez rapidement. Une autre réaction. Voilà. Le premier est intervenu et s'est jeté à l'eau. La piscine est ouverte. Allez-y, plongez. Ah, attention, voilà. Deux maintenant. 1, 2, voilà. Pascal, on passera la parole après. On va passer à monsieur et puis voilà. Bonjour à tous, à toutes. En fait, je suis gériatre. Donc, le discours de madame m'intéressait beaucoup parce que c'est vrai que quelque part, on est enfermé dans une médicalisation et le médecin est le premier qui devrait s'en rendre compte et malheureusement c'est pas toujours le cas parce que les gériatres font un peu bande à part dans les hôpitaux pour la plupart du temps ils font un peu bande à part dans les hôpitaux en ce sens que la conception du vieillissement n'est pas partagée par tous les confrères et que donc le rôle du gériatre pour cette catégorie de patients est évidemment essentiel. Maintenant, c'est réconfortant de voir et de réentendre que 80% des gens ne sont pratiquement jamais malades. En fait, une étude américaine a bien démontré qu'il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont les survivants, survivors, c'est-à-dire ils ont été très malades tout le temps, mais force médecine aidant, ils sont arrivés enfin à 85 ans. Il y a les delayers, c'est-à-dire ceux qui tout d'un coup, ont échappé à tout et au dernier moment ramassent tout. En même temps, c'est donc une espèce de concrétisation de la dernière année de vie qui coûte si cher. Et puis, il y a les autres, les escapers, ceux qui ont échappé à tout et qui vont, comme les sardes, vieillir jusqu'à 110 ans en mangeant des fruits et en consommant un peu de polyphénol modestement. Voilà. Alors, il y a quand même un petit point sur lequel, pour l'étude, dans la discussion, on n'a pas revenu sur cet élément fondamental, qui est quand même un facteur génétique. Là, la génétique qui n'est pas très explorée dans la génétique du vieillissement et qui est pour le moment, dans les biomarqueurs de ce vieillissement génétique, est extrêmement important pour l'avenir. Je ne sais pas ce que ça nous apportera. Si on échappera à l'anthropocène et à l'exosomatisation assez vite que pour revenir à ce que nous sommes réellement. Ça, c'est vraiment très important. Alors, évidemment, dans la présentation, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas stratifié. C'était peut-être artificiel, mais ça correspond quand même à une impression clinique que j'ai souvent avec mes patients, à savoir que ce n'est pas indifférent d'avoir 84 ans et d'en avoir 96. Et que les holders et les holders sont quand même 2 catégories très différentes. Et où, évidemment, au fur et à mesure d'un continuum où on commence par un vieillissement réussi et on aboutit à un déclin, se trouvent toutes les étapes d'une fragilisation. La notion de fragilisation étant un processus dynamique dont on peut d'ailleurs parfois revenir en arrière, mais jusqu'à un certain point, puisqu'à un certain moment, finalement, on aboutit tous au déclin et en général, on ne meurt pas à 95 ans en courant dans son jardin. Voilà. Ça, c'est quelques petites remarques que j'avais. Une petite question par rapport à vous, docteur. Quand vous dites on est mis un peu de côté, nous les gériatres, pourquoi ? Mais parce que je pense qu'il y a encore une conception aujourd'hui où les soins sont organisés sur, non pas le patient ou la personne, mais sur l'organe et la pathologie. Ça, c'est quelque chose... Il y a un travail d'éducation que nous devons faire nos propres confrères, qui sont encore... un exemple tout concret... Il est évident qu'une personne qui vient d'une maison de repos, qui a une pneumonie, qui a 95 ans,
mais ne doit pas aller en pneumologie parce qu'il y a une pneumonie, parce que sa pneumonie de 95 ans n'est pas la pneumonie de quelqu'un de 45 ans ou de 50 ans ou de 60 ans. Et donc, toute une complexité de sa personne, de ses déficits possibles, et que quelqu'un qui était très bien, mais au moment d'un accident médical aigu, va développer ce qu'on appelle les syndromes gériatriques, les conditions gériatriques, c'est-à-dire, par exemple, un état confusionnel, qu'on voit rarement dans les catégories plus jeunes, et qui sont une spécificité de la fragilité qui s'exprime à un certain moment, mais qui permet après de revenir, après guérison, après soins appropriés, de revenir dans le circuit normal sans pour autant continuer à se fragiliser nécessairement. C'était des soins donnés par les gériatres, comme il y a une spécificité des soins donnés par les pédiatres, finalement. Donc il faut aussi reconnaître cela. Je vois que ça provoque chez vous un débat intérieur. Ok. Je vais passer la parole à Pascal, parce qu'elle va... Je t'ai vu, Pascal, elle va se fatiguer le bras, j'y arrivais. Merci. Donc, Pascal Martin, je dirige le service social, la mutualité socialiste, solidariste. Mais c'est peut-être pas à ce titre-là que je veux intervenir, et plutôt en référence à mon métier de base, qui est celui de sociologue, et avoir étudié aussi un petit peu la problématique du vieillissement. Alors, monsieur qui est gériatre, vous avez dit au début de votre intervention que l'on enfermait dans la logique médicale. Et je pense que c'est vraiment ça qui pose problème, c'est l'enfermement dans des logiques de pensée. Alors, la logique médicale, effectivement, on n'a pas les mêmes performances physiques à 40, 50, 70, 80, encore que. Et on ne va pas contester l'évolution naturelle d'un corps humain. Maintenant, il y a cette mise en perspective avec cet enfermement dans un discours. Et c'est ce que j'ai retrouvé vraiment dans le discours ouvert de Sylvie et de Hermelinde, c'est de montrer combien il faut arriver à sortir de cet enfermement dans des discours disciplinaire, je dirais. Autre type d'enfermement, c'est l'enfermement dans cette approche économico-centrée. Évidemment, quand on pense et qu'on met en perspective la personne âgée par rapport à la population active, je dis bien active, soi-disant que les personnes âgées sont inactives. Je ne parle pas de la question du vieillissement actif dont parlait tout à l'heure Hermelinde. Je contraste deux populations, les actifs, les non-actifs. D'autant plus qu'on est non-actif quand on a 65, même maintenant peut-être un peu plus, 70, 80, 90, etc. Et ça renvoie à cette vision incapacitaire. On devient incapable parce qu'on n'est plus actif, on n'est plus sur le marché de l'emploi, on n'est plus un homo economicus. Et donc, ce que je pense qu'il est aussi important, c'est de mettre en perspective la personne âgée avec ce qu'elle apporte à la société. Ce qu'elle nous apporte, on l'a inscrit dans un continuum de vie. Ça a bien été expliqué par Sylvie. Et je pense qu'il est temps de se poser la question de tout ce qu'elle apporte et de sortir de cette vision incapacitaire. Et ce qu'elle apporte, on sait difficilement le mesurer, parce que c'est de l'ordre du savoir, c'est de l'ordre de la transmission des connaissances, c'est de l'ordre du culturel, c'est de l'ordre des services. Et une société de services, imaginez-vous une société sans personnes âgées. Qui va garder mes enfants ? Qui va m'aider dans mon jardin ? Qui va m'aider financièrement ? Qui va, etc., etc., et je peux en rajouter. Or, cette dimension-là n'est pas quantifiable et est généralement oubliée. Je fais directement le lien avec les services de soins à domicile. Les services de soins à domicile sont des services magnifiques, et vous allez en parler tout à l'heure au niveau de l'exposé suivant, avec la problématique du vivre chez soi, pas vivre chez soi, etc. Il est clair qu'un service de soins à domicile doit aussi s'appuyer sur tout l'entourage familial de la personne âgée. Et donc,
y a vraiment cet aller-retour permanent entre ce qu'elle apporte, ce qu'on lui apporte, et tout ce que la personne vieillissante est amenée, et ce qui n'est pas comptabilisé financièrement, économiquement. Et donc, voilà, c'est vraiment cette perspective que j'ai envie de souligner dans cette vision incapacitaire et ce corps qui se dégrade, enfin les représentations qu'on a évoquées il y a un instant. Si Pascal, réflexion aussi par rapport à... Est-ce que les premiers justement à lutter contre les préjugés et les clichés ne sont pas justement les personnes qui ont été interrogées dans l'étude ? Parce que eux, ils se disent, en bon sens, c'est une prise de position de leur part, de finalement dire ne nous considérez pas comme vous semblez nous considérer, ou l'image que la société renvoie vers nous. Oui, bon, il faudrait revenir à la manière dont l'enquête a été construite. Est-ce qu'il y a eu une pré-enquête, etc. Mais c'est clair que ce qu'on entend, en tout cas, ce qui transparaît clairement dans les résultats, c'est un démontage d'un certain nombre de clichés. Ça, je crois que c'est vraiment important. Je dirais, voilà, ça n'est pas étonnant, mais voilà, ça tord le cou à de nombreux clichés. Et je crois qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Voilà. Il y a quelques années aussi, en entendant une autre question, qui je n'en doute pas va venir, je me suis fait gentiment reprendre de voler il y a quelques années d'ici, parce que je parlais de CSD, centrale de soins à domicile. On m'a gentiment repris de voler en disant c'est pas centrale de soins à domicile, c'est centrale de service à domicile. Justement, subtil distinguo, comme on dit, entre ne pas justement enfermer les gens en disant ben voilà, vous n'avez à votre domicile, vous n'avez besoin que de soins, parce que le reste, on s'en fout. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent ici chez Espace Senior ? Ben voilà. Ou la CSD ? Votre rapport, parce que vous êtes en contact. Alors, je ne sais pas comment on doit les appeler avec ce public, voilà. Plutôt que de dire avec les personnes âgées, avec ce public. Concrètement, est-ce que vous retrouvez, est-ce que les résultats de ce thermomètre vous étonnent ? Ou est-ce que ça vous permet de réfléchir par rapport à une mise en perspective en disant tiens, tout compte fait, ou cette personne que je rencontre dans le cadre de mon travail, de moins la considérer comme une personne âgée, mais tout simplement comme une personne ? Je ne doute pas qu'à la CSD, c'est déjà bien ancré dans les têtes, mais oui, je vois que Valérie, voilà. Valérie, une réaction par rapport à ça, justement. Allez, en apéritif à ton intervention de tout à l'heure. Parce qu'elle a une longue expérience au sein de la centrale de service à domicile, et je pense d'ailleurs que c'était toi qui m'avais gentiment repris de voler quand j'avais parlé de centrale de soins à domicile. Oui, j'ai la mémoire. Voilà. Mais oui, ça peut être mon tempérament, effectivement. Je ne sais pas si dans l'ensemble des acteurs de première ligne, comme les aides familiales et les infirmiers, essentiellement, ou les gardes malades de plus en plus maintenant, sont dans ces logiques de déconstruire certains clichés. Je ne suis pas certaine. Je l'ai encore rencontré récemment. On est quand même encore dans la notion très forte d'aide, le pauvre petit vieux qui est tout seul, qui. Donc je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a vraiment aussi un travail à faire avec eux. Et en réfléchissant à l'intervention effectivement de tout à l'heure, moi je m'étais dit, de mon expérience du domicile, ce que vous avez parlé, vous avez parlé de charge, vous avez parlé on prend dans nos vocabulaires le maintien à domicile, on parle de prise en charge, on parle de centrer nos activités autour d'un bénéficiaire ou un résident ou un patient, parce qu'on va parler de patient quand on a des soins, de bénéficiaire quand on est en service d'aide, alors que c'est la même personne, mais à chaque fois on a un vocable différent. Et donc on devrait peut-être faire nous-mêmes attention, parce qu'en parlant de charge, de prise en charge, de maintien, et de cette notion, on renvoie l'image, il est centré, il n'est pas partenaire. Tout à l'heure, je parlais du terme réciprocité. Je crois que c'est vraiment important de revenir sur cette notion. Ce que Anne-Marie Guimard avait bien montré, c'est que finalement, en assignant les gens à la prise en charge, à être des objets de soins, on enlève toute cette notion voilà, d'un échange possible. Les gens deviennent des réceptacles, on s'occupe d'eux. Et donc voilà, vous voyez comment ce cercle de la dépendance peut s'entretenir, rien qu'en considérant les gens comme étant des réceptacles de service. Le pouvoir des mots, finalement.
le pouvoir des mots qui sont Pouvoir des associés. mots et quelque part, la formation est peut-être à remettre en question aussi. Dans les formations des différents travailleurs, on a aussi cet accent de « je centre sur ». Je suis là pour vous aider. Je ne viens pas pour vous aider, je viens avec vous, travailler avec vous, je viens échanger avec vous. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On est déjà dans une logique d'aide, on est déjà dans une logique d'assister. Et donc voilà, d'autres parlent d'adultes âgés plutôt que de bénéficiaires. C'est vrai qu'on pourrait peut-être parler d'adultes âgés. Si le mot adulte renvoie à quelque chose de plus... de personnes plus responsables. Sinon, on déséquilibre, on devient enfant. Tu faisais une allusion tout à l'heure avec le pédiatre et le gériatre. C'est pas parce que je deviens vieux que je deviens enfant, ou que je redeviens enfant, sûrement pas. Donc, faisons attention à ce que l'on dit, et ça s'apprend dans les cours, dans les formations continuées. Est-ce qu'il y a justement des professeurs dans la salle? N'ayez pas peur. Hein, Par contre, il doit y avoir des étudiants, ou alors vous êtes bien jeune. Ça fait tout un temps que je les regarde. Elles sont là-bas. Donc, vous étudiez dans quelle filière? Si vous êtes là, c'est pas parce que l'entrée c'est ouvert, c'est qu'il y a une raison. Ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un... Oui, madame. Voilà, moi j'ai envie d'intervenir, mais j'ai envie d'intervenir tout le temps. Donc j'essaye de me... Mais allez-y. Mais c'est parce que moi je travaille... je suis animatrice au sein d'Espace Senior, et donc je suis tout le temps... c'est bien temps d'intervenir. Hein. Je suis en contact avec des personnes âgées, et moi le retour que j'ai d'elles, c'est qu'elles ont l'impression que le monde avance trop vite. L'ordinateur, les GSM, maintenant, si on ne connaît pas l'ordinateur, ils ont l'impression d'être un rang en arrière. Et donc, eux, ils ont l'impression qu'on les oublie un peu. J'étais à la banque un jour, et j'étais en train de retirer mes extraits, et il y avait une dame âgée à côté de moi qui avait mis sa carte dans l'appareil, et l'appareil sonnait parce qu'elle ne retirait pas sa carte. Et la personne qui était au guichet a commencé à crier derrière son guichet, « Enfin, retirez votre carte !» J'ai regardé la vieille dame, je lui ai dit « Franchement, je vous félicite parce que vous servez de votre carte, vous venez vous-même à la banque. » Et donc là, elle faisait déjà un premier pas. Et le banquier... Voilà, donc moi aussi j'ai l'impression à certains moments qu'on oublie un peu les seniors. Moi je suis vraiment très heureuse de travailler à Espace Senior parce qu'on apporte plein de choses. Moi je vais en maison de repos, j'allais faire des animations jeux en maison de repos, et là maintenant on travaille, par exemple pour le moment on travaille sur des adaptations de jeux, on prend des jeux dits des jeux de société normaux et on les adapte pour qu'ils soient accessibles à un maximum de personnes handicapées ou pas. Mais une personne qui vieillit a peut-être plus de difficultés à l'appréhension. Et donc voilà, donc nous on travaille, moi je travaille avec ces personnes-là, et elles apportent tellement que voilà. Moi je dis comment vont les 80 ans et plus, j'ai envie de dire, ils se sentent un peu en arrière. Moi, des retours que j'ai. Bon, encore un petit détail, mais voilà, il y a la fête de la solidarité à la Citadelle. Et les retours que j'ai eus par rapport à ça, les seniors, ils disent que pour eux, arriver jusque là au-dessus, c'est déjà très difficile. Et donc, ce serait peut-être bien une fois de penser à faire quelque chose en bas. Faire une activité, un après-midi en bas, pas au-dessus, pour les seniors. Enfin, voilà. Moi, je l'ai déjà dit, parce que moi aussi, j'ai l'impression aux solidarités que les personnes plus âgées sont un peu oubliées. Je ne sais pas. Moi, j'ai cette impression-là aussi. Donc voilà. On aura l'occasion, sans vouloir enfermer les personnes âgées en disant les personnes âgées sont fatalement des personnes qui sont en situation de handicap. On aura l'occasion, dans notre deuxième intervention, de parler justement de la concordance parfois au niveau de l'habitat entre les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ou personnes handicapées. C'est M. Grabchan qui va nous entretenir de cela, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à mener et d'être toujours conscient. Je crois que réfléchir sur les représentations sociales, c'était le thème de ce premier atelier, n'exclut évidemment pas de penser et d'analyser tous ces facteurs d'exclusion sociale que vous dénoncez. C'est sûr que la société informatique
participe de l'exclusion sociale de nombreux individus. Les gens qui ne peuvent pas prendre le train de cette modernité en marche, ces gens se sentent exclus. Mais donc là, il y a vraiment des phénomènes, je dirais, sociaux et politiques à prendre en main et à travailler pour éviter cette exclusion sociale. Là, on n'est plus dans la représentation sociale, mais vraiment dans les phénomènes d'exclusion très concrets. On a donné des cours ici à Solidaris pour l'informatique. Ben, les cours sont pleins tout le temps, malgré tout, parce qu'ils ont envie de parler avec leurs petits-enfants via Internet. On a donné des cours de GSM, voilà, mais bon... Grand-mère de ma femme m'a un jour dit, en s'énervant, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, comme sa petite fille d'ailleurs, tu me fais rire, toi, pour moi, une souris, ça a toujours été, jusqu'à très loin dans ma vie, un petit mammifère. Et on me dit, oui, il faut cliquer. Mais cliquer, ça veut dire quoi, ce genre de choses. Et puis une autre aussi, puis après on va enchaîner avec la deuxième partie, parce qu'on arrive déjà à l'issue. C'est une réflexion de ma propre grand-mère qui se regarde dans le miroir et qui me dit, tu sais, j'essaye de me dire que j'ai plus de 80 ans, mais il n'y a rien à faire. Je vois une vieille dame dans le miroir, mais dans ma tête, j'en ai toujours 16. Voilà. Donc... si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer comme ça, on va respecter le timing en remerciant Sylvie Carbonel et Hermelinde Malcotte de nous avoir entretenus et partagé avec nous.